Découverte d'un environnement de développement intégré Python, dans le cadre du cours de SNT de la classe de seconde. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un environnement de développement intégré. On utilise parfois IDE, qui est l'acronyme anglais correspondant. Il s'agit d'un logiciel qui regroupe au même endroit tous les outils nécessaires pour développer des programmes à l'aide d'un langage de programmation. Dans notre cas, il s'agira du langage Python. Cette année, en SNT, nous allons utiliser Tony, mais vous utiliserez peut-être et du Python en mathématiques. Il existe de très nombreux autres IDE Python, comme par exemple PyCharm ou Spider. Tous ces IDE présentent des différences, mais ils possèdent tous les mêmes outils de base. Nous verrons plus tard que le choix d'un IDE est surtout une affaire de préférence personnelle, et on ne peut pas dire qu'il y en a un meilleur qu'un autre. Il faut aussi savoir que la grande majorité de ces IDE sont gratuits, en téléchargement libre, et existent pour toutes les plateformes, Macintosh, Windows, Linux. Vous pouvez donc les installer chez vous si vous voulez programmer en Python à la maison. Il existe aussi des alternatives qui permettent de programmer en Python sur smartphone ou tablette, ou directement en ligne, mais on verra que c'est quand même moins pratique. Lorsqu'on démarre Tony, on se retrouve face à une fenêtre qui ressemble à ceci. Alors vous n'aurez pas forcément les mêmes couleurs, mais on peut changer la couleur du logiciel dans les options et en choisissant les thèmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, on a souvent un thème dit light ou lumineux. Donc il y a un thème sur fond blanc et les écritures seront sombres. Le problème de ce type de thème est que ça peut fatiguer les yeux si on développe, donc si on écrit des programmes pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que la plupart des développeurs préfèrent des thèmes dits dark ou thèmes sombres. Donc je vais me remettre en thème sombre, voilà, comme ceci. Vous pourrez tester dans les différentes options, il y a plusieurs thèmes avec plusieurs jeux de couleurs, donc c'est vraiment une affaire de choix personnel. Alors, lorsqu'on est face à Tony, et c'est un peu la même chose dans n'importe quel autre IDE, il y a plusieurs fenêtres importantes, notamment cette fenêtre-là, qui est la console Python. Alors la console Python, c'est une fenêtre où on peut exécuter directement des commandes Python, et on verra aussi que c'est dans cette fenêtre que vont s'afficher les résultats d'un programme. Alors pour vous montrer l'utilisation directe de la console Python, donc je clique dedans pour activer le curseur, eh bien on peut taper des calculs directement, comme là je donne des calculs qui sont dans l'exemple, voilà, 2 plus 4 égale 6. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un ordinateur avec Python pour faire ce calcul? Je ne sais pas. 33 fois 55, 1815. Mais on peut faire des calculs un petit peu plus compliqués, donc ce qu'on appelle des expressions, en utilisant par exemple des parenthèses. Donc 17 plus 12 plus 11, le tout divisé par 3. Voilà, et donc j'ai le résultat directement comme sur une calculatrice. Alors, vous avez pu voir que j'ai inséré des espaces lors de la frappe. Ces espaces-là sont inutiles et servent juste à la lisibilité. On verra que lorsqu'on va taper du code, il faut penser à la lisibilité par un être humain. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser pas mal d'espacement et on verra certaines règles de constitution du code. Voilà. La deuxième fenêtre importante est l'éditeur de code, proprement dit, qui est ici. Voilà. Alors, pour nettoyer, on va déjà nettoyer notre console. Si vous voulez nettoyer la console, c'est-à-dire effacer tous les calculs qu'on a pu faire dedans, vous faites un clic droit dans la console et vous pouvez faire effacer. Sur tous les autres éditeurs, on peut faire une manipulation semblable. Alors, dans la fenêtre justement d'éditeur de code, donc c'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir saisir des programmes Python. Alors on appelle aussi les programmes Python des scripts Python. Alors un programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions qui vont être exécutées dans un ordre donné par la machine afin de réaliser une tâche qui peut être plus ou moins complexe. Et donc, on va taper des lignes d'instructions, on appelle ça aussi des lignes de code. Alors, je vais taper le programme qui est dans le polycope. Alors, je triche un petit peu parce que donc je l'ai collé, voilà. Et donc là, on peut voir que ce programme-là aura 5 lignes de code. Alors, on va faire en SNT, on fera des programmes assez simples, jusqu'à quelques dizaines de lignes de code, mais il faut savoir que certains programmes peuvent en comporter plusieurs milliers, voire plusieurs millions, notamment dans le cadre de gros programmes comme des systèmes d'exploitation.
Alors, si vous ne savez pas encore à quoi correspondent tous ces termes, ce n'est pas grave, parce que ça sera justement le sujet de vidéos suivantes. Alors, lorsqu'on a tapé justement ces différentes lignes de code, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien dans la console. Il faut exécuter notre programme. Et pour exécuter notre programme, il y a un bouton très important, c'est cette petite flèche verte, exécuter le script courant. Si je clique dessus, alors comme je n'avais pas sauvegardé mon programme, il me demande de lui donner un nom pour le sauvegarder, donc je vais appeler ça par exemple premier programme. Premier programme, et l'ordinateur va rajouter une extension .py derrière. .py, c'est un code source, donc un ensemble d'instructions Python. Donc je l'enregistre, et le programme va se lancer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, comme je lui ai donné un nom et que je l'ai enregistré, chaque fois que je vais le relancer, il ne me redemandera pas justement de le réenregistrer. Voilà. Donc le programme vient de se lancer, et on voit qu'en fait il affiche, donc i va de 1 à 10, donc ce sont les 10 premiers entiers, et il m'affiche le carré et le cube de i. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une calculatrice, on aurait très bien pu remplir ce tableau, et on aurait pu calculer à la main le carré de 1, le carré de 2, etc., jusqu'au carré de 10, et pareil pour le cube. L'intérêt d'avoir fait un programme, c'est qu'on va automatiser la tâche, et notamment pour des calculs qui peuvent être un peu répétitifs. Eh bien, l'intérêt d'automatiser la tâche, c'est que ça permet à l'ordinateur de faire des calculs répétitifs et de nous libérer un petit peu l'esprit. Alors ce programme-là n'est pas très intéressant, nous verrons petit à petit des programmes un petit peu plus intéressants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour apprendre la programmation, on va devoir justement apprendre les structures de base, et ce n'est seulement que quand on connaîtra ces structures de base qu'on pourra éventuellement imaginer des programmes plus intéressants et plus importants. Voilà. Alors pour vous donner juste une petite idée, donc quand on est dans cette IDE justement, on peut lire des programmes, donc ouvrir des programmes directement existants. Alors par exemple, j'ai un programme jour dans le mois, donc il va s'afficher ici, on s'aperçoit que là il y a un tout petit peu plus de lignes de code, je suis à 14 lignes de code. Et alors que fait ce programme? Si je le lance, voilà, il me demande le nom du mois, alors je vais lui taper par exemple le mois de janvier, voilà, et il m'indique que le mois de janvier contient 31 jours. Alors pareil, c'est juste un exemple pour montrer un petit peu le fonctionnement et l'utilisation de certaines structures. On n'a peut-être pas besoin d'un ordinateur pour connaître le nombre de jours dans un mois donné, d'accord? Mais ça permet justement d'automatiser certaines tâches. Alors si je tape le mois de février, il va me préciser qu'il contient 28 ou 29 jours selon que l'année est bissextile ou non. Alors pour vous montrer quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, je vais ouvrir un autre programme qui s'appelle justement Jeu du pendu. Alors le jeu du pendu, donc qui contient voilà, un peu plus d'une cinquantaine de lignes de code, eh bien c'est pour vous montrer qu'on peut faire des programmes un tout petit peu plus performants. Voilà, donc là j'ai un mot avec des étoiles, donc c'est le principe du jeu du pendu. J'ai 10 essais pour trouver, et il me reste 5 lettres à trouver. Alors je vais rentrer une lettre. Alors la technique la plus simple pour le jeu du pendu, c'est de tester d'abord les voyelles. Alors on va tenter d'abord le A, et voilà, il me repropose, et j'ai bien trouvé le A. Alors on va essayer le E, le I, le O, le U. Bon, apparemment, je n'ai ni le I, ni le O, ni le U, et on voit que l'ordinateur garde la liste des mauvaises lettres, ce qui évite aux joueurs de les reproposer. Voilà, alors bon, là on se dit que le mot est assez simple à retrouver ici, donc je vais proposer un N et je vais proposer un G. Voilà. Et donc l'ordinateur a tenu compte du nombre de vies, donc du nombre d'essais que j'ai perdu, et il me propose justement, donc là il me dit que j'ai gagné. Si j'avais fait exprès de taper des lettres qui ne sont pas dans le mot, j'aurais eu un message différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mots me sont proposés au hasard et sont tirés d'un dictionnaire, c'est-à-dire d'un fichier qui va contenir un certain nombre de mots. Voilà, donc si je le relance, je vais avoir un mot ici différent. Donc cela, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des programmes un petit peu plus complexes, mais pour ça, il va falloir définir quelles sont les structures de base. Et ça va être le sujet des prochaines vidéos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
ça peut paraître un petit peu primitif. On a des jeux ou des programmes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on pouvait trouver dans les années 70-80. Et maintenant, on est plus habitué à des programmes graphiques avec des beaux graphismes, des choses en 3D, etc. On verra qu'on peut rajouter de ce qu'on appelle des librairies Python qui permettront à Python, par exemple, d'afficher des graphismes en 2D, en 3D, de faire du son, etc. Mais ça sera pour une autre fois. Quelques remarques supplémentaires. Lorsqu'on regarde le listing d'un programme Python, d'un script Python, on s'aperçoit qu'on va avoir des couleurs différentes. Donc par exemple, là, le mot import là, est en bleu, ici on a importation du dictionnaire en jaune. Alors ceci, ça s'appelle la coloration syntaxique, et c'est quelque chose de très pratique, c'est-à-dire qu'un éditeur Python, comme Tony, va mettre dans différentes couleurs des mots du code source en fonction de leur nature. Par exemple ici c'est une chaîne de caractères, c'est en vert, un commentaire en jaune, en bleu c'est les mots réservés du langage Python, etc. Alors on verra plus tard à quoi ça correspond, à quoi chacun de ces termes correspond, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très pratique, parce que en dehors du côté purement esthétique, c'est joli, il y a des jolies couleurs partout, et bien en fait ça permet de repérer certaines erreurs, si on tape mal, justement, si on fait des erreurs dites de syntaxe. Voilà. Donc ça c'était la première remarque, et ça marche pour à peu près tous les éditeurs de code, dans tous les langages possibles et imaginables. Mais dans le langage Python, donc pour le langage Python, il y a quand même une particularité, c'est ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, par exemple, si on regarde, certaines lignes ne sont pas alignées comme les autres par rapport à la marge gauche. Alors c'est valable ici, on s'aperçoit qu'ici le print est décalé par rapport à la marge gauche, et ici on a un décalage encore supplémentaire, et ça peut aller assez loin, on s'aperçoit que le décalage peut être assez loin. Alors l'indentation, c'est quelque chose de très important, et lorsque vous recopierez un programme Python, il faudra vraiment respecter cet écartement par rapport à la marge gauche. Alors on verra que l'éditeur nous aide, et que très souvent, lorsqu'il y a besoin d'avoir un décalage, l'éditeur le proposera de lui-même. Alors on verra ça un petit peu plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est assez important. Et une des erreurs justement classiques, c'est que souvent, quand on veut récupérer des codes sur internet et qu'on veut les recopier, on va les recopier en collant toutes les lignes à la marge gauche. Ça ne marchera pas. D'accord ? Donc il faut voir que là, ce n'est pas que de l'esthétique, il y a vraiment un sens à ce décalage par rapport à la marge gauche. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir donc de cette première leçon, c'est que lorsqu'on utilise la console Python, toutes les commandes qui vont être tapées vont être immédiatement interprétées et exécutées, c'est-à-dire que donc on aura le résultat direct. Lorsqu'on utilise l'éditeur de code, les commandes tapées vont être enregistrées, elles ne seront exécutées que lorsqu'on lancera par le bouton d'exécution, et elles seront exécutées les unes à la suite des autres, dans l'ordre dans lequel elles se suivent. L'ensemble de toutes ces instructions, donc on a ici, forme ce qui s'appelle le code source du programme. Et nous verrons que sur le disque dur ou sur une clé USB, ce code source sera écrit dans un fichier avec l'extension .py. Et en fait, un code source, c'est quoi? C'est un fichier qui va contenir toutes les instructions en clair, c'est-à-dire directement lisibles par un être humain. A bientôt pour une prochaine vidéo.